Bonsoir Christian Roux, merci d'être venu. De rien, bonsoir tout le monde. Merci à vous d'être là. Et donc nous allons clôturer la 13e année de Polardisons avec Christian. Et j'en suis ravi ou peiné, mais bon, en tous les cas, ravi. Voilà. Je vais procéder un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude. Mais bon, dans les grandes largeurs et longueurs, ça sera... J'espère que ça pourra vous satisfaire et qu'en tous les cas, vous pourrez ensuite vous faire signer les livres. Et nous aborderons les différents livres qui sont présents grâce au libraire. Merci. Christian a passé la petite quarantaine. Ouais, voilà. La franche cinquantaine même. C'est un homme, hein, c'est un homme. Sinon, j'aurais hésité, mademoiselle, pas, on peut plus dire, etc. Il est auteur, compositeur, écrivain, musicien, auteur des deux côtés. Tu as publié, composé, interprété des chansons. Bonjour Christian. À titre, donc soit à titre personnel, soit avec le groupe. Est-ce que déjà tu peux peut-être nous dire un petit mot sur ça, sur comment tu travailles avec Monsieur Ciari sur les chansons? Monsieur Frédéric Ciari. Ah non. C'est la référence que j'ai trouvée. J'ai écouté tes chansons, certaines. Ouais. Et il y avait à chaque fois cette référence-là. Non, c'est pas. Ah je vois pas. Non, bon. je vois pas du tout qui c'est, Frédéric Ciari. Tu es tout le temps associé. Ah ouais, c'est peut-être quelqu'un qui aime ce que je fais et qui le diffuse. Bon. J'en sais rien. Mais donc c'était crédité, c'était à peu près crédité aux deux. C'est pour ça que. C'est peut-être pas le même Christian Roux non plus. Ah, je pense que oui. Non, parce qu'il y a aussi un Christian Roux, auteur d'albums de jeunesse, très beau d'ailleurs, graphisme, mais je suis pas du tout... c'est un domaine que je connais pas du tout. Non, moi j'ai en tout écrit, composé et réalisé 3 albums. 3 albums, c'est ça. Ouais. Donc il y a eu des jours, il y a eu des nuits, c'était en 1994, je crois, distribué par Night and Day. Il y a eu ensuite un album qui s'appelait Défardé, distribué par Mosaïque, et alors là c'était en 2003 si je me souviens, non c'est plus tard, 2006, et un autre album en 2010 qui s'appelle Goutte à Goutte et qui a été distribué par Mosaïque aussi, et Mosaïque a fait faillite, donc pour l'instant il est distribué nulle part. On trouve plus ces albums. Tu as une formation de pianiste et c'est comme cela que tu interviens assez fréquemment, notamment dans le théâtre. Est-ce que tu peux là aussi en dire un petit mot? Oui, tout à fait. Oui, j'ai une formation de pianiste classique au départ. J'ai fait pas mal de jazz aussi. Je m'intéresse beaucoup au rock. J'aime assez la musique contemporaine. Enfin bon, je me balade pas mal en fait dans tous les univers. Et je travaille. J'aime beaucoup travailler avec des compagnies de théâtre. Donc je compose des musiques suivant les spectacles qui les montent. Je répète avec eux, j'improvise avec j''improvise pendant que les comédiens jouent, j'en dégage des thèmes, et ces musiques, je finis par les jouer sur scène pendant les représentations. Donc c'est de la musique vivante, parce que suivant les représentations, comment le jeu des comédiens bouge ou pas, la musique change, j'interprète un peu différemment. Voilà. La dernière chose qu'on avait faite, allait à l'encontre de ça, parce que c'était ça nous ramène d'ailleurs au roman noir, c'était sur le couperet de Donald Westlake. Un spectacle qu'on a monté et qu'on a joué à Avignon l'année dernière. Et là, j'interprétais un peu spécial, mais j'interprétais des partitas de Bach sur le couperet. Voilà, parce qu'on était beaucoup sur la structure du récit, enfin la structure du récit, qui rappelait un petit peu cette structure aussi très rigoureuse de Jean-Sébastien Bach, la façon dont le héros travaille ses meurtres et... Par contre, ce qui le motive, c'est très différent que la musique de Bach. C'est sûr. J'ai entre autres écouté ton poème aux peuples arabes en révolte. Ouais. Donc, là, c'est bien toi, c'est pas l'auteur. Ah non, c'est bien moi, c'est Frédéric Ciari, je vois pas. Mais... Voilà. Non, mais écoute, c'est pas grave. On essaiera de chercher. Donc ça, on peut le trouver. Mais il faut qu'un homme brûle, mais il faut que des femmes meurent sous les balles. C'est l'extrait qui revient en leitmotiv. Oui. Il y a d'autres leitmotifs dans ton œuvre, on aura l'occasion d'y revenir. Tu as été en pianiste, je l'ai dit, tu es instit. J'ai été instit, oui. Il y a longtemps, ouais. Libraire, pianiste de bar, bon, forcément c'est lié. Et tu as aussi dirigé des ateliers de chant choral, entre autres. Oui, ça je fais toujours d'ailleurs. Intermittent du spectacle depuis 1997. Oui. Tu m'as dit que ça perdurait à peu près. Oui. Alors la première vraie question est celle-ci, cet éclectisme, cette grande variété, diversité dans la création. Comment tu la vis et surtout, est-ce qu'il y a malgré tout des priorités, par exemple entre écriture, musique, composition? Alors je la vis bien déjà parce que personne ne m'oblige à le faire, donc ce serait quand même dommage que je m'inflige des choses que j'ai pas envie de faire.
Je la vis de façon après complexe parce que effectivement avoir plusieurs centres d'intérêt assez profonds, je réponds presque à la deuxième question en même temps d'ailleurs, c'est très très difficile de choisir et il y a toujours, parfois je tombe dans le travers de vouloir toujours faire pile la chose que je fais pas en ce moment. Donc après j'essaye de me... Genre, je suis en train d'écrire un roman et je me dis et je pense de plus en plus à des nouvelles chansons, ou j'écris des nouvelles chansons, je pense de plus en plus à la suite du roman, ou tout à coup. Et après, il y a toutes les interventions extérieures, des compagnies qui vont m'appeler pour créer des musiques sur leur spectacle et ça m'intéresse, je le ferai bien. Donc il y a des moments où tout ça est un espèce d'immense magma dont je me sors vivant en tous les cas. Et plus ou moins, en général, plutôt pas mal, puisque j'arrive à tenir aussi tous les délais quand il y a des délais, j'arrive un petit peu à... Après, j'ai l'impression de faire que 10% de tout ce que j'aurais envie de faire, mais bon, c'est peut-être je sais pas, une vue de l'esprit. Et alors, quant à choisir, c'est pas possible en fait. Écrire, c'est devenu une drogue. Je pense que ça arrive à beaucoup d'écrivains. Donc en fait, il y a une espèce de nécessité vitale à écrire qui fait qu'on peut difficilement s'en passer. Mais la musique, ça l'a toujours été. Ça a toujours été mon autre compagne, enfin l'art qui m'a accompagné, avec lequel je suis intimement et profondément lié depuis mon enfance. Donc ça, la musique reste fondamentale. Et par ailleurs, il y a aussi des questions, alors c'est très très personnel ce que je dis là, parce que je dis absolument pas que tout le monde fonctionne comme ça. Non, mais on est là que pour ça. Bon, d'accord. Pour balancer des trucs un peu... Excusez-moi, je ne voudrais pas être trop égocentrique, mais là c'est très... Pas de souci. C'est très personnel, j'ai besoin, je pense, j'ai découvert que j'avais besoin de ce changement. Donc écrire, c'est une activité solitaire et j'adore cette activité solitaire. Et puis, par contre, le théâtre, la musique, c'est faire des choses avec des gens. Alors, le théâtre, c'est carrément, je viens quasiment sur une commande, c'est-à-dire je viens écouter ce que des gens ont à dire et j'essaye de faire tout mon possible pour que ce qu'ils ont à dire soit transporté par ce que je fais et accompagné du mieux que je peux. Contrairement à la musique que je fais pour moi, où je l'écris et je la compose. Et donc, contrairement à quand j'écris et je compose la musique pour moi, donc là, par contre, je suis moteur, mais je le fais avec des gens. Et bon, j'ai aussi une activité de scénariste. Donc là, c'est pareil, essayer de servir le projet d'un réalisateur ou parfois des projets personnels. En tous les cas, comme chaque milieu dans lequel j'ai évolué, il y a toujours un moment où ça se sclérose un peu, où c'est un peu fermé sur soi. Moi, tous les milieux deviennent la respiration d'un autre milieu. Et en fait, je respire avec 5 poumons, du coup. Ou 4, je n'ai pas bien compté, mais... Et c'est... Donc, j'ai l'impression que cet ensemble de choses m'est nécessaire. Alors, et aussi nécessaire à contenir l'énervement chronique dans lequel je me retrouve sur cette planète. Personnellement, puisque moi aussi je peux dire aussi personnellement, ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire, que chaque milieu donne de la respiration aux autres. Ça correspond aussi à mon petit parcours à la con. Par contre, dans le magma que tu as évoqué, fort complexe et tout, est-ce que tu es autant investi dans l'écriture d'un roman que tu peux l'être dans un scénario ou dans des textes plus courts ou l'écriture d'une chanson? Non, l'investissement est toujours le même, en fait. C'est un de mes problèmes, justement, c'est d'arriver à sauter d'une chose à l'autre tout en restant profondément plongé dedans. Donc voilà, c'est assez compliqué. J'ai essayé d'organiser ça à une époque de ma vie en me disant, bon alors telle heure à telle heure je fais ça, telle heure à telle heure. En fait, ça marche pas du tout. Donc je dors pas trop, puis c'est tout. Au moins ça t'y a répondu. Généralement, les gens, ça les intéresse de savoir si ça dit, si tu es hyper rigoureux comme Nabokov et les autres. Je suis rigoureux, mais sur 5 trucs, et du coup, sur 5 trucs. C'est rigoureux, mais c'est quand même assez bordélique, quoi. Tu as des questions de décompression pour les 5 poumons ou tu fais quelque chose de ce côté-là? Non. Non. Je décompresse d'un poumon l'un après l'autre. En 2002, au Serpent à Plume, tu publies Braquage, qu'on a accueilli et d'ailleurs qu'on a cité lors de la séance thématique consacrée au grand hold-up du polar. Enfin, grand, c'est un peu... bon. Merci. Quand on l'avait cité, ouais. Il était dans la liste que j'avais donnée. On le retrouve en 2004 chez Folio Policier. Je crois que c'est cette version qui est là-bas. Oui. Prix SNCF du premier polar. 4 paumés, on va dire SDF ou sans domicile fixe, pour faire dans la gageure, sont engagés pour braquer. On comprendra dans le roman pourquoi et comment ils l'ont été. Il y a donc la présence qu'on va retrouver différemment dans les autres romans de la détresse sociale. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans tes textes. La politique en tant que décor, pour
faire simple pour l'instant. Le fils du commissaire qui, lui, va avoir des rapports avec les skinheads et les néo-nazis. Là aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve à différents moments dans les romans. Et donc, vont s'en suivre diverses chasses à l'homme, qui vont donc, et y compris le fameux commanditaire Hensley, qui, lui, va se retrouver blackboulé et partie prenante. Donc, je dégagerai tout de suite ma première question. C'est que et ce que j'ai ressenti dans tout ce que j'ai lu de toi, c'est est-ce qu'on peut parler d'une littérature policière engagée, même si la question est bateau, mais non, on peut en parler. On peut en parler. Moi, je préfère parler de roman noir engagé plutôt que de littérature policière, parce qu'en fait, je me sens plus lié à la famille du roman noir qu'à la famille du roman policier. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de discussions dans les cénacles autour de ces deux thèmes. Ici aussi. On pourra en parler. Oui, ici aussi, d'accord. On pourra en parler plus longuement peut-être, mais oui. Alors, je pense que l'engagement vient. Tout à l'heure, je parlais d'énervement. Écrire un roman, ça demande quand même un certain temps, une certaine énergie et une certaine volonté d'y aller. Et c'est quelque chose qu'on doit porter assez longtemps. Donc, je ne peux porter que des choses qui me touchent profondément. Et je suis en général profondément touché par la détresse sociale. Et du coup, à chaque fois que j'ai des thèmes de romans qui me viennent à l'esprit, ou ceux qui deviennent toujours les plus persistants sont ceux qui ont une espèce d'onde continue dans la société contemporaine, et du coup d'onde continue en moi. La genèse de Braquage, par exemple, donc c'était mon premier roman. Le premier, en plus, c'est le premier roman que j'ai écrit. C'est vraiment j'écrivais d'autres choses, on en parlera peut-être, mais en tous les cas, j'écrivais pas de roman. Et donc c'était mon premier roman noir, mon premier roman tout court. Et j'avais débuté en 95. Et en 95, c'est la première année où à la radio, on décomptait, il y a eu toute une période où on décomptait le nombre de morts qu'il y avait eu de froid la veille dans Paris. C'est en général dans Paris, parce que vous êtes bien placé ici pour savoir que les radios nationales sont assez parisiennes quand même. Donc on comptait les morts de Paris. Et il y en avait 1 ou 2 par jour quand même. Et ça m'avait pas mal choqué, d'autant plus que dans mon parcours, j'ai aussi vécu dans des squats, j'ai aussi été un peu à la rue. Enfin, j'ai eu des moments un petit peu difficiles comme ça, où j'ai croisé des gens qui sont restés, je pense, à la rue. Et donc ça me touchait pas mal. Et parallèlement à ça, c'était en 95 une des fortes montées du Front National. Et je m'étais demandé un petit... Et les deux thèmes m'obsédaient un petit peu, et j'avais fini par considérant, c'est encore une fois mon opinion personnelle, considérant qu'on est dans une société qui à peu près systématiquement exploite tout ce qu'elle peut exploiter, je me suis demandé qui pourrait exploiter des SDF, comment, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc je pars d'un constat social, il y a des pauvres, et je voulais des SDF, et l'autre chose que je voulais, c'était que le roman s'articule autour de leur spécificité sociale. Et leur spécificité sociale, c'était que limite, ils se faisaient marcher dessus dans les rues tellement on ne les voyait pas. Donc ils étaient invisibles. D'où cette idée, des malfrats qui ont l'idée de leur faire commettre des braquages parce qu'ils sont invisibles. Et au fond, ils sont socialement invisibles. Tout le monde s'en fout s'ils meurent. S'ils sont là, c'est qu'ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont pas personne qui vont se soucier de savoir ce qu'il advient d'eux. Et donc, les malfrats décident de les utiliser pour ça. Et donc, j'avais cette invisibilité en tête. Oui, voilà, j'en étais là. Et je me disais, il faut que j'arrive à les faire vivre, à montrer qu'ils vivent, qu'ils font quelque chose. Même si on ne sait plus rien de leur passé, on ne le saura pas, parce que dans ce roman-là, ils ont décidé qu'ils ne le raconteraient jamais. Et ça me semblait très, très important de donner vie, de donner corps, de donner l'être, pour le coup, à ces individus qu'on déconsidère beaucoup. Ça, c'était le pari de départ. Et moi, après, je ne fais pas de plan de mes romans. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'arrive. Les néo-nazis, les skins, etc. sont arrivés plus tard, en fait. Ils sont arrivés, le fait qu'ils soient liés. Alors, ils sont arrivés par ce raisonnement tout bête. Il y a des SDF qui sont utilisés pour commettre des braquages et qui doivent servir de bouc émissaire. Bouc émissaire, tout de suite, moi, ça me fait immédiatement, dans ma tête, 39-45. Donc du coup, je me suis dit, tiens, en fait, il va y avoir un commissaire qui déteste cette notion de bouc émissaire et qui va aller chercher plus loin que les autres. Et pourquoi il la détesterait ? Il pourrait avoir un fils qui est sensible à des théories. Là, je vous vais beaucoup plus vite que ma musique intime, parce qu'en général, il me faut déjà 6 mois pour comprendre ça. Hein. Bon, tiens, il pourrait avoir un fils qui
et qui donc est attiré par les... Et ça peut être la pire blessure dans sa vie, c'est d'avoir ce fils qui est attiré par les théories nazies. Pas néo d'ailleurs, nazi tout court. Et bon, voilà comment peuvent s'enchaîner les choses et comment finalement elles prennent corps et peu à peu elles se construisent. Et donc l'engagement arrive à partir du moment où moi, en tant qu'être humain, je suis touché par ça. C'est de l'engagement émotionnel en fait, en quelque sorte. C'est pas... Il s'avère du coup, il a des résonances politiques. Mais puis du coup, il devient politique. Mais le but n'est pas d'écrire un tract, c'est qu'au départ, je suis émotionnellement touché par ce genre de choses qui se passent. Tu as donné 2 réponses et qu'on retrouve également dans d'autres textes, c'est qu'il y a parfois le point de départ, c'est un fait divers ou quelque chose entendu à la radio, c'est ce que tu dis au moins à 2 autres endroits. Et puis effectivement, les textes sont parsemés de lacis, de développés quasi sociologiques par moment. J'en ai relevé un que je dirais tout à l'heure. Mais c'est possible, oui. Voilà, c'est là que ça transparaît. Le second texte qui, lui, si je ne me trompe pas, n'est pas disponible pour l'instant, c'est Non, Placard. pour l'instant, oui. Donc il y a un texte dur, voire glauque. C'est un petit garçon, il est publié en 2003, toujours au Serpent à Plumes. Oui. C'est reparu ailleurs ou pas du tout pour l'instant? Pas encore, mais ça va reparaître. Ça va reparaître sous une version retravaillée? Sous une version retravaillée chez Rivage Noir, oui, au mois de novembre, normalement. Un petit garçon enfermé dans un placard va devenir le cœur angulaire, j'aime beaucoup cette expression, entre le Mac de sa mère et les flics qui enquêtent. Alors bien évidemment, le point de départ, c'est peut-être un fait divers, mais c'est pas Harry Potter. Non. Et alors par contre, ce qui m'a touché dans celui-là et que j'ai développé au fur et à mesure de ces lectures, c'est que j'ai l'impression, un peu comme Jean Echenoz, que tu vas, alors tu as dit que tu n'as jamais de plan, mais tu pars quand même d'une idée. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, tu n'as jamais traité de la même chose. Non. Mais tu as développé, sur l'ensemble des 6-7 bouquins qui sont présents là-bas, tu as vraiment développé des thématiques donc fort diverses, je viens de le dire, mais surtout dans les archétypes du polar, dans le genre ou dans le sous-genre. Par exemple, il y a l'amnésie, il y a le serial killer d'une certaine façon dans Kadogo, etc. etc. Ouais, d'une certaine façon. Est-ce que c'est d'une certaine façon. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou pas du tout? Alors la notion de travailler sur le sous-genre d'abord, bon, moi je suis un type qui n'a pas fait beaucoup d'études, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de notions de ce genre-là. Donc, on me dirait c'est quoi les archétypes du polar? Je serais un peu, je serais un petit peu gêné pour parler vraiment précisément. Ou l'amnésie. Il se trouve que non, mais d'accord que si on reste très simple, on est. Mais je trouve que la constatation est vraie. Voilà. Mais en fait, ce n'est pas spécialement une volonté de départ. C'est ça que je voulais dire surtout. En fait, par contre, là où tu as parfaitement raison, c'est que j'essaye toujours d'aborder des thèmes différents, d'une manière différente. J'essaye de retravailler l'écriture à chaque fois de manière différente. Après, j'ai certains lecteurs qui me font l'honneur de me suivre et qui me disent « Ah oui, mais on reconnaît quand même l'écriture ». Je me dis des fois, maman, c'est un peu raté parce que j'essaye de changer des choses. Ils sont toujours là. Mais Placard, par exemple, a perdu pas mal de lecteurs de braquage qui s'attendaient à un braquage qui, oui, en termes d'archétype, est un peu un thriller noir extrêmement rapide, nerveux, où beaucoup de personnages se croisent, où toute la narration est très très rapide comme ça. Placard, on tombe sur quelque chose de quasiment un ovni au départ, parce que d'abord on ouvre le livre, on a un cahier écrit en style phonétique, on ne comprend pas grand-chose, je pense, sur les 2 premières pages. Et oui, donc j'aime travailler comme ça des choses très différentes. Il se trouve que le roman noir étant très très lié au sujet qui m'intéresse, du coup, mes archétypes de roman noir sont peut-être aussi des archétypes sociaux ou les archétypes de ce qui m'énerve et m'intéresse en fait. Mais je me trompe peut-être. Non. Placard, en fait, si je peux dire un petit mot là-dessus, ce qui m'intéressait beaucoup dans Placard, c'est qu'on ouvre la première page. Enfin, alors, en dehors de ce cahier d'enfant, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alice et qui descend de son immeuble, qui descend de son appartement. Elle voit une porte entrouverte, c'est pas normal. Elle se demande s'il est arrivé quelque chose au voisin. Elle pousse la porte et elle tombe sur une femme assassinée et éviscérée, et dont on a retiré les viscères du corps en plus. Alors, vision d'apocalypse et d'horreur pour elle, qui la perturbe énormément. Elle travaille dans la photo. Elle décide de photographier ça parce que c'est comme elle dit, pour elle, la photo est une façon de me vider des images que je ne veux pas laisser imprimer en moi. Donc,
Au moment où elle va remonter chercher son appareil photo, au lieu d'appeler les flics, de tout, ce qu'elle veut, c'est, comme elle dit, c'est sauver sa peau, c'est sauver son âme. Donc au moment de faire ça, elle voit une autre porte entrouverte. Elle hésite un peu à l'ouvrir parce que la première, c'était pas terrible. Et elle ouvre cette deuxième porte entrouverte. Elle voit un coussin orange, fripé, des miettes de pain, une brique de lait caillé, une ampoule qui pend du plafond. Elle comprend qu'un enfant était enfermé dans ce placard. Première page, la femme est une victime. Seconde page, la femme est un bourreau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, toutes ces choses-là qui sont en nous, qui sont autour de nous, à quel moment on passe de l'état de victime à celui de bourreau et inversement, vu qu'on n'est pas forcément dans une seule des deux cases. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui m'intéressait beaucoup, et c'est parti de ça en fait. Et en même temps, on ne va pas dévoiler la suite de l'entretien, mais en même temps, tu travailles beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que tu livres loin de là, tu ne livres pas tout de suite. Ah oui, oui, non. Oui. Dans la majorité des romans. Oui, non, bien sûr. Ouais. Non. Le troisième publié, c'est donc directement chez Rivage Noir, c'est en 2005, Les Ombres Mortes, prix du polar francophone à Montigny-les-Cormeilles, qui est un grand festival français. C'est un homme amnésique, donc je venais de le dire, accidenté de la route, Geoffrey Martin, qui à son tour va devenir une ombre morte. Donc ça, c'est la référence à ton exergue de Soupeau et Breton. Ouais. Et à l'acte extrême révolutionnaire qu'on connaît tous, le fameux pistolet et la rue. Oui. Tu disais, hein, quand on a connu la rue, si jamais on avait un pistolet, il pourrait se passer certaines choses. Donc devient à son tour une ombre morte dans sa banlieue, ou poussé par Lancelot, le flic, on va dire, pour le qualifier un tout petit peu, un flic spécialement pour les terroristes. Oui. Va tenter de se redécouvrir, et donc là on a la quête d'identité. C'est aussi, c'est nous ou c'est l'amnésie, c'est aussi un thème qu'on a traité dans le cadre des séances. Oui. Et donc ton livre aurait pu être convoqué ce jour-là. Donc là j'ai une fiche à part. Là, ce qui m'intéresse sur le point de départ, c'est que la construction est assez paroxystique. Je n'irai pas chez Faulkner, mais on aurait presque pu. Tu es constamment sur... non, pardon, je confonds avec un autre là. C'est Kadogo, ça. Non, c'est l'autre, c'est Kadogo. Les points de vue, il y a les différents points de vue, c'est ce que tu traites constamment, et il y a donc la construction. On vient juste d'évoquer le fait que tu ménages au lecteur le suspense et que tu livres les choses petit à petit. Il y a, pour faire court, il y a le récit de Geoffrey Martin. Oui. C'est un peu comme chez Calvino, hein, chaque chapitre reprend, et il y a peut-être, je sais pas s'il y a des numéros, non? Non, il y a les dates. Calvino, hein. En Kadogo, il y a des numéros, mais là, il y a des dates. L'histoire de Lancelot, qui, au passage, va recueillir, j'espère que je ne livre pas trop de choses au fur et à mesure, va recueillir quelqu'un, une jeune femme à Roissy, Coralie. Il y a l'histoire de Nathan Stein, qui va se révéler assez rapidement être quelqu'un d'autre. Il y a Nat, il y a Irène, il y a la petite fille. Et puis ensuite, il y a donc Nathan Stein, souvenir, toujours les têtes de chapitre. Nathan Stein, réalité. Donc là, on est dans l'aller-retour sur l'amnésie et ce travail-là. Et page 133, pour le moment, la seule chose qui me paraissait claire, c'était que Geoffrey Martin et Nathan Stein étaient une seule et même merde. Voilà, là, c'est clair. Je ne pense pas avoir révélé grand-chose parce qu'on le comprend assez vite. Oui. Donc cette construction, comment elle vient et comment tu la maîtrises? Est-ce que tu as dit que tu n'avais pas de plan au départ? Comment tu la maîtrises et à quel moment tu dis il me faut tel ou tel récit de tel et tel personnage et tel ou tel point de vue? Eh ben, en fait, je la maîtrise. En fait, comme on me pose souvent la question, je suis obligé d'y réfléchir. Parce qu'au début, je ne sais pas trop comment je fais. Mais je pense que je la maîtrise, que je travaille comme je travaille une partition musicale, en fait, à plusieurs voix et à plusieurs thèmes. Et pour qu'une partition ne soit pas ennuyeuse, il faut que les thèmes s'interpénètrent, mais en même temps, il faut qu'ils gardent chacun leur particularité. Je parle de partition d'une symphonie, par exemple. Hein. Il faut que... Et cette façon de... il faut que le tout reste en harmonie quand même. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je parle sur le récit de Geoffrey Martin, et je me dis, bon, ça va, on l'a assez entendu, lui. On va on va passer à l'autre. Et je passe à l'autre. Et puis au bout d'un moment, je dis, bon, ben, ça va, il a raconté ce qu'il avait à raconter, je vais passer à un autre. Alors ça, c'est la première phase, donc, parce qu'une espèce de première mouture comme ça, que je mène jusqu'au bout. Et après, je remanie tout ça, parce que tout ça me donne de la matière. La première mouture, c'est ce que j'appelle la matière, à partir de laquelle, ensuite, je vais pouvoir sculpter. Tout est là, je sais que l'histoire tient la route,
Ça déjà, c'est toujours jusqu'à la page 200, j'en suis jamais très sûr, et j'ai toujours très peur d'avoir écrit énormément pour rien du tout. Mais bon, enfin, ça tient la route pour moi en tous les cas, hein. J'arrive en gros à ce que je veux arriver. Et après, je retravaille toute cette matière. Alors là, après, je peux redécaler des chapitres, je peux les ranger dans un ordre différent, le système étant poussé à l'extrême dans Kadogo. Ouais, Hein. on y viendra. On y viendra après, j'imagine. Pour l'amnésie, je voulais juste te dire justement ces histoires d'archétypes. En fait, pour Lancelot, pour Les Ombres Mortes, je voulais raconter l'histoire d'un homme qui est sûr qu'il a été un salaud, mais il ne se souvient plus pourquoi, et qui est sûr qu'il a tout fait pour oublier pourquoi. Et en fait, j'étais très embêté de passer par l'amnésie parce que c'est un thème récurrent, extrêmement bien traité, magnifiquement traité dans Mémoire morte de Westlake d'ailleurs, très récemment. Alors, c'est pas le même type d'amnésie, mais le roman, je ne sais pas si tu l'as lu celui-là, mais de Westlake. Non, Mémoire vive, un roman des- qu'il a écrit dans les années 60, c'est un des chef-d'œuvre. chefs-d'œuvre. Ah oui, pur et dur. Intemporel en plus. Enfin, sauf qu'il n'a pas de téléphone portable et pas internet, mais comme il se rappelle de rien, c'est pas grave. Et donc bref, pour revenir. Et donc j'étais obligé de passer par l'amnésie parce que je sais qu'on arrive enfin, moi en tous les cas, j'arrive à me forcer à oublier des choses dans lesquelles je me suis trouvé pas propre. Puis après, j'y repense quand même, parce que comme je sais que je me force à les oublier, finalement, je m'en souviens, mais on est tous passés par des phases comme ça, je crois. Mais là, ça me semblait un petit peu énorme, donc j'étais obligé de passer par l'amnésie et du coup de la traiter à ma manière. Et pour la petite histoire, le premier chapitre du roman a été écrit en dernier, en fait. D'accord. Ça n'existait pas, cette ouverture n'existait pas auparavant. La dernière session de Polar Disons aussi, un des auteurs limousins avait réécrit autre chose après pour une autre publication en redémarrant le roman autrement. Et donc, juste pour terminer sur la construction, il y a une seconde partie, tu reviens sur la fin, c'est ça qui m'a fait penser à Italo Calvino. Histoire de Lancelot fin, histoire de Paul de Grave fin. Je vais juste dire un mot de Paul de Grave, puisque donc c'est un des flics, c'est le commissaire. Lui aussi a recueilli Sonia, une ancienne clocharde. Ouais. Et bon, on y reviendra après. Par contre, je vais lire un passage qui va donner une idée de la transversalité que j'ai trouvée dans les romans. Et c'est page 145. En 1995, une affaire a secoué cette ville. Un enfant tué par balle, ça vous dit quelque chose? Donc ça peut être placard, quelque part. En 95, j'étais sur une affaire autrement plus grosse, vous le savez bien. Cet enfant était lié à quelqu'un d'important, ou c'était un meurtre suite à une demande de rançon. Non, rien de tout ça. L'enquête en conclut à un accident de chasse, mais on n'a jamais retrouvé le chasseur. Chasse et chasseurs, on les retrouve très souvent dans les romans ultérieurs. Ça fait partie des trucs qui m'énervent. De quoi, que je l'ai relevé ou que... Non, ah bon, ça va. Tu m'énerves pas du tout. Ou plus exactement, quand on l'a retrouvé, il était mort. Un accident de chasse en pleine ville? Oui, un chasseur qui nettoyait son arme, un peu comme chez Truffaut ou comme chez Irish. Donc, on y reviendra après. Et sinon, la seconde chose, oui, je voulais, oui, alors sur ces liens transversaux, est-ce que parce qu'on retrouve des personnages, tu reprends des choses, peut-être qu'au fur et à mesure on va les compléter, mais est-ce que ça c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu as envie de poursuivre, de reprendre, d'y revenir sans cesse ou pas? Non, je pense pas que je maîtrise vraiment, et je crois que j'essaye pas vraiment de maîtriser. J'ai besoin qu'il y ait une partie de l'écriture qui reste un espèce de mystère insondable pour moi quand même. Donc mais il se trouve, encore une fois, il se trouve que, tu as raison, il y a des personnages comme ça qui reviennent. Alors, ce qui s'est passé pour Paul de Grave, qui est effectivement le flic qu'on trouve dans Braquage. Donc ça, Les Ombres Mortes, c'est le troisième roman, c'est le flic qu'on trouve dans le premier roman, et qui a donc récupéré une des SDF du premier roman aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont récupérés. Et qu'on découvre à la page 150, je crois, par là. 145, tu viens de le dire. Voilà, qu'on trouve à la page 145, donc qui n'est pas le héros principal, mais en fait, il se trouve que dans le déroulement de mon histoire, je tombais sur un flic qui était comme ça, un petit peu réticent à croire à la première chose venue telle qu'elle apparaît, qui aimait fouiller. Et je me suis dit, mais c'est marrant, on dirait Paul de Grave, on dirait le flic de Braquage. Et je me suis dit, on dirait tellement le flic de Braquage, pourquoi ce serait pas lui, en fait?
Et du coup, j'ai retravaillé cette suite. Et j'ai trouvé ça assez agréable que ce personnage vienne me faire un petit coucou comme ça. Et quand j'ai travaillé sur Kadogo, on a retrouvé du coup des personnages de placard. Mais à l'origine, je ne pensais pas qu'ils y seraient non plus. C'est plus que je trouvais qu'il y avait des thématiques qui collaient vraiment fortement entre elles. Bon, on va peut-être en parler, donc je vais peut-être pas le dire tout de suite, mais c'est plutôt comme ça que ça se passe en fait. C'est pas un systématisme dont j'aurais envie. Il y a quelqu'un qui le fait extrêmement bien dans une autre série de romans noirs que moi je trouve qui font partie des choses les plus fortes que j'ai lues ces dernières années, c'est de James Sallis, la série des Loups Griffin. C'est quand même assez extraordinaire, puisque le Faucheux, on a l'impression qu'on lit d'abord 3 nouvelles, puis on se rend compte que non, les 3 nouvelles forment un roman, et puis ensuite on se rend compte que ce roman, c'est une partie d'un ensemble, et puis bref, au bout de 6 romans, on découvre qu'en fait on a un espèce de cycle romanesque où tout se renvoie à tout, où beaucoup des ellipses qu'il y a eu dans les romans sont en fait comblées par les... Alors ça, je ne sais pas si lui, il avait ce projet au départ, ou si c'est venu comme ça, j'en sais rien. Je pense qu'il maîtrise, oui. Mais c'est assez extraordinaire. Oui, mais maîtrise, tu veux dire dans le sens qu'il Non, a dans le sens, pensé avant oui, la construction est tellement... Enfin, je dis pas qu'il a prévu au départ oui, je pense que oui. Que la révélation de la dernière page du dernier roman soit celle-ci. Et d'ailleurs, je voudrais juste pousser ce que tu viens de dire. Non seulement il y a la présence de tout ce que tu viens d'énoncer, mais il y a la littérature tout court. Ah bah oui. Puisque pour un des rares écrivains américains, il convoque énormément de grands auteurs européens, entre autres. C'est un écrivain européen, en fait, voilà. Qui vit aux États-Unis. Voilà. Oui, mais en tous les cas, il le fait... Non, mais c'est magnifique. À part Drive, je ne sais pas si vous avez lu ou vu le film, c'est le seul qui est un peu à part dans son œuvre, mais toute la série qui se passe à la Nouvelle-Orléans, on en avait parlé de lui. Drive et La mort dans la peau, d'ailleurs. La mort dans la... La mort dans la peau ? Non, pas La mort dans la peau, non, mais... Ça, non, mais c'est le troisième. C'est pas le même niveau. C'est pas mal aussi, mais celui qui vient se glisser entre... un moment. Il y a Le Frelon, il y a... Serge Non, Bois mort, c'est beaucoup plus tard. C'est La Noire de Gallimard pour ceux ou celles qui veulent les découvrir, et c'est vraiment, vraiment très beau. James. Voilà. Et après, quand j'ai... Et il y en a un autre qui s'est rappelé à lui, puisqu'il a écrit une magnifique biographie de Chester Himes. Oui, que je n'ai pas lu encore, par contre. Je n'ai pas tout lu, mais... Oui, j'avais complètement ce sentiment-là. Je ne savais pas qu'il l'avait dit, mais quand après j'ai lu Salis, parce que ça, j'avais fait un petit peu avant de lire Salis quand même, et je me suis dit, tiens, c'est marrant cette façon dont... Alors, sauf que lui, il pousse le système très, 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 très loin. On sent que c'est un projet général. Pourquoi pas un jour, d'ailleurs, hein, mais bon. Donc, je reprends. Concernant la première remarque et question, il y avait donc cette idée de l'engagement. Lars et Marx sont des petits pro-nazis. Par contre, il y a de fortes références à la lutte armée, à son impasse. Ça, c'est page 160. Ah non, c'est pas des nazis. Hein, non, c'est des gauchistes. Ah oui. Non, mais il y a les autres aussi. Oui, d'accord. Il y a la référence à Phare, la bande à Bader, donc l'acte révolutionnaire extrême que je citais tout à l'heure. Le chasseur, le tireur n'est pas celui qu'on croit. On n'en dira rien ici. Ah non, là ce serait dommage. Non, mais j'en dirai absolument rien. Et puis je vais lire un second extrait pour vous donner une idée du style. Et on reviendra un peu plus tard sur les références et ton hommage à deux grands du roman noir à la fin de... Je vous dis pas où ça se situe ni de qui il s'agit. Ça, je ferai plus d'impasse. J'en fais pas. Rien à faire. Fixant sa victime de ses yeux jaunes, le chien a continué de serrer jusqu'à ce que la main se détache du bras et tombe. L'index était encore crispé sur la détente. Il a hurlé et moi avec. Horrifié, comme par réflexe, j'ai voulu me reculer. J'ai perdu pied et le tabouret a basculé. J'ai ressenti durement le choc provoqué par la corde qui se tendait. Un voile noir et froid a commencé à me descendre sur les yeux, tandis que ma tête se remplissait de sang ou d'absence de sang. Je ne savais pas. Toujours est-il que ça gonflait, tant et tant, que si j'avais pu, j'aurais craché mon cerveau pour qu'il prenne moins de place. Mais je n'en ai pas eu le temps. La dernière chose que j'ai entendue, c'est un coup de feu. Les mains mortes avaient-elles donc encore le pouvoir de tuer ? C'est pas mal. Dans le genre un peu thompsonien, c'est pas mal. Oui. Merci. Moi, je peux pas le dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis
y a cette référence à la fin, donc toujours, je dirais pas qui la prononce. Il y a des choix qu'on aimerait ne jamais avoir à faire. Oui. Et c'est aussi un petit peu, c'est marrant, c'est un peu ce que tu as évoqué sur quoi faire avec ce magma, cette complexité. Oui, un petit peu, ouais. Et ne jamais enfin, ni lâcher, ni. Sauf oui, la phrase s'adresse à un autre moment. En fait, c'est un roman. Il y avait cette volonté que je disais, un type qui est sûr qu'il est un salaud, et c'est un roman où je voulais traiter de la notion de lutte armée. Il a une histoire particulière, ce roman, parce qu'en fait, c'est le second roman que j'avais commencé après Braquage. Mais entre-temps, alors quand je dis que j'avais commencé après Braquage, il faut bien comprendre que j'avais commencé Braquage en 95 et qu'il n'a été édité qu'en 2002, suite à de longues... c'était difficile. Ce qui fait que j'avais commencé Les Ombres Mortes environ en 2000. Mais en 2001, il y a eu l'attentat sur les tours de Manhattan et il n'était plus possible d'essayer de réfléchir à la notion de résistance, de lutte armée, de guérilla, de terrorisme, etc. C'était dès que j'ouvrais le mot là-dessus, c'est non, c'est tous des terroristes, tous des salauds. Alors j'allais vous dire, oui, mais enfin, en 1945, les résistants, ils mettaient des bombes. Oui, non. Bon, alors je me suis dit que c'est un peu bouillant, on ne pouvait plus en parler en fait. Et donc, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais suivi l'histoire de la bande Abadère et tout. J'avoue que j'étais quelqu'un qui m'était posé la question de la lutte armée, à laquelle je réponds très clairement, me semble-t-il, dans ce roman en plus. Je ne pense effectivement pas que c'est une solution. Bon, là, mais j'avais envie d'écrire sur pourquoi est-ce qu'on peut être attiré par ça à un certain âge, pourquoi est-ce qu'on peut plonger dans ce genre de truc et quelle est la réponse qu'on peut trouver pour soi, pour les autres. Bon, mais alors évidemment, avec les tours de Manhattan qui avaient sauté, c'était impossible de mener une réflexion sur ce genre de sujet. Et du coup, je suis parti sur Placard. Et après, quand ça s'est un petit peu tassé, j'ai terminé tranquillement Les Ombres Mortes. Un peu plus tard, tu publies, tu en as peut-être publié d'autres, mais j'ai trouvé celui-là. Les maisons aux paupières crevées chez Syros Jeunesse. Est-ce que c'est ton seul ouvrage de jeunesse en 2008 ? Non, il y en a eu un autre en 2012 qui s'appelle La cabane au fond du chantier. D'accord, j'ai pas trouvé celui-là. Et ensuite, en 2009, tu publies dans la très très belle collection La Branche. C'est l'édition et la collection C'est Suite Noire, qui est une collection faite a priori pour les auteurs uniques, enfin, qui ont publié dans la série Noire et qui sont édités ensuite là-dedans, mais il y a pas mal d'exceptions, en tous les cas dirigées par Jean-Bernard Pouy, avec l'admirable travail qu'il fait dans beaucoup de choses qu'il envisage. La bannière était en noir, donc c'est un titre qui est fort proche, d'où mon premier extrait de La mariée était en noir de Monsieur Cornwell Irish, adapté par Truffaut avec Jeanne Moreau, etc. etc. Et c'est la fameuse histoire de ce groupe de 5 hommes qui tuent pas par inadvertance, mais en tous les cas qui en viennent à tuer le marié. Que reste-t-il, puisque c'est quand même le format et l'idée de cette collection, de cette suite, que reste-t-il dans ton roman à toi de La mariée était en noir ? Absolument rien. Donc juste un demi-jeu de oui, La mariée était oui, en fait c'était la demande de la collection. Donc c'est Jean-Bernard Pouy m'avait approché, m'avait demandé, bon, la série noire est morte, la vraie série noire, si je puis dire, est morte. Enfin, elle a été tuée, quoi. Elle existe encore malgré tout. Ouais. Non, c'est pas pareil. C'est plus des inédits à 7 €, quoi. C'est des inédits à 22 €. C'est pas pareil. Ou plus. Hein, c'est quand même pas pareil du tout. C'est pas la même notion. C'est plus un livre de poche. Moi, j'adore. Moi, mes inédits sortent en livre de poche. J'y tiens pour l'instant. L'éditeur est d'accord. Donc, pour l'instant, on est tous d'accord. Moi, je suis très content de ça. Hein. Je trouve que c'est un format que vu longtemps les moyens que j'avais, je n'ai toujours pu acheter que des livres en livre de poche ou aller en bibliothèque, évidemment. Mais j'aimais bien avoir des livres, moi. Bon. Et donc, La bannière était en noir, c'était un hommage, cette collection de Suite Noire était un hommage à la série Noire. Donc, ils avaient repris le format cartonné, bicouleur. Très beau d'ailleurs. Noir. Vous en avez un exemplaire sur la table, je ne sais pas si vous les connaissez. La couleur varie quasiment à chaque. Parce que Gallimard a dit OK, donc il y a écrit Suite Noire comme ça en demi-cercle, exactement comme il y avait écrit série Noire. Et Gallimard a dit OK, mais vous n'utilisez pas le jaune. Donc en fait, chaque roman a une couleur noire et puis une tranche de couleurs différentes. Et il me dit l'autre chose, c'est qu'il faut que le titre soit un jeu de mots à partir d'un... Ça, c'est Jean-Bernard Pouy, il ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il y ait un jeu de mots toujours quelque part, partout. Moi, je lui dis, tu sais, je ne suis pas du tout un mec drôle, et le jeu de mots, je suis nul.
me dit, ouais, tu te démerdes, j'aime beaucoup le texte, tu me trouves un jeu de mots, un titre avec un jeu de mots. Je dis, bon, bah écoute, d'accord. Alors j'ai cherché, j'ai fini par. Enfin, ma compagne m'a beaucoup aidé à chercher, la fameuse Nicole à qui je dédie tous les livres. Oui, c'est vrai. Différemment d'ailleurs à chaque fois. Mais m'a beaucoup aidé à chercher. On a trouvé la bannière était en noir. Bon, alors la chose assez drôle, c'est que théoriquement, c'était que des auteurs qui avaient été édités par la série noire qui devaient écrire. Je ne l'ai pas été. Mais il y en a eu pas mal d'autres. Il fallait prendre un titre de la série noire et La mariée était en noir n'est pas la série noire puisque c'est Le Masque, je crois. J'ai pas vérifié, j'étais persuadé que non, du moment que c'était dans Suite Noire. Non. La mariée était en noir, c'est pas Gallimard. Quand on est quand on est à Laurence, on a toutes les réponses à l'ordinateur tout de suite. Non, je suis presque sûr que c'est Le Masque, hein, mais bon, enfin, en tous les cas, c'était pas. Pardon, c'est repris par Le Masque plus tard. Mais au départ, c'était. Donc JB me dit, mais dis donc, c'est pas série noire. Je dis oui, mais moi non plus. Il me dit oui, c'est vrai, t'as raison. Donc voilà. Et ça raconte, ça n'a rien à voir, en fait. La seconde question qui est liée à cette publication-là, c'est donc et qui est davantage encore plus liée à ta postface de L'Homme à la bombe que je vais lire. Avec une pensée pour mon ami Hafed, c'est Hafed Benotman, également publié, dont on a parlé plusieurs fois. Et avec une humilité infinie pour ces écrivains qui m'ont ouvert les portes du roman noir, Jim Thompson et David Goudis. Bon, merci à Jeanne, j'imagine que c'est Jeanne Guyon. Oui. Mais j'aimerais, au point où on en est de la discussion, que tu nous dises ce que tu dois ou comment ils t'ont ouvert ces portes-là à Thompson et à Goudis, entre autres. Tu as parlé un peu de Westlake. Ouais, en fait, c'est parce que dans mon histoire, en fait, j'étais un gamin qui n'aimait pas lire du tout. Moi, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'aimais pas lire. Et il se trouve que ce qui m'a ouvert les portes de la lecture, c'est un professeur de français, très sévère, qui nous mettait des taux l'intégrale à chaque note, qui nous méprisait pas mal d'ailleurs. Enfin, il nous faisait bien comprendre qu'on était des nuls. C'était un peu vrai, mais bon, il aurait pu être plus élégant. Mais il avait quand même une grande qualité, c'est qu'il nous lisait des passages. Et cette année-là, on devait étudier Madame Bovary de Flaubert. Et donc, pour être sûr qu'on ait lu quelque chose, c'était pas l'année du bac, hein, pour être sûr qu'on ait lu. Et j'étais en section littéraire parce que, étant fan de musique, je ne faisais que ça, moi, du piano et la musique. Alors, par contre, en musique, ça va, j'étais calé. Hein, mais il y avait déjà des sections musique oui, comme aujourd'hui. Oui. J'avais bac A6, ça s'appelait. Donc, c'était. Bon, bref. Donc le français était quand même très important. Pour quelqu'un qui n'aimait pas lire et qui donc ne lisait pas, c'était assez embêtant. Bref, il nous lisait des passages pour être sûr qu'on ait lu quand même au moins quelques passages du roman. Et là, son visage se métamorphosait totalement. C'est-à-dire qu'il se mettait vraiment à nous sourire pour la première fois. Et il pouvait avoir une petite larme à l'œil et nous dire c'est beau, non? Moi, je me suis dit, c'est incroyable le pouvoir d'un livre sur cette espèce de roc de granit là. Et parallèlement, j'avais des copains qui, eux, étaient des passionnés de littérature surréaliste. Ils avaient une revue de poésie surréaliste dans le lycée. Et donc, ils avaient retenu du surréalisme, en gros, je vais un peu résumer leur pensée, que... il y avait une partie qui était vraie d'ailleurs, mais je crois qu'ils poussaient le truc un peu loin. En gros, ils avaient retenu que le surréalisme était né par des hommes qui avaient vu les horreurs pendant la guerre 14-18 et qui avaient décidé que toute l'ancienne culture, c'est ce qui nous avait conduit, et la morale qui l'accompagnait, nous avait conduit à cette boucherie universelle. Et que pour en finir avec les boucheries universelles, il fallait en finir avec l'ancienne culture et donc tout revoir autrement, réécrire autrement. Ça, ils avaient raison. Hein. Et donc, l'écriture automatique, tout ça, vous connaissez. Donc, ils me disent, toi qui es nul, qui n'as rien lu, qui n'a donc pas de culture, tu es le prototype idéal du poète surréaliste. Donc, tu vas nous écrire un poème. Je dis, bon, non, mais justement, je ne sais pas écrire, je suis nul. Mais non, justement, c'est pour ça que... Enfin, bon, bref. Au bout d'un moment, je me lance dans cette expérience. Je dis, bon, après tout, alors on fait comment? Ils me disent, tu réfléchis surtout pas. Tu t'occupes pas des accords ni rien. Alors, quand je raconte ça aux collégiens, je le dis pas, mais ils disent tu bois un coup, tu fumes un pétard, n'importe quoi, ce que tu veux, mais tu te mets dans un état plus ou moins second et t'écris. Et alors, sauf que j'étais un gars très propre, je buvais pas et je fumais pas de pétard. Et voilà, et t'écris ton truc. Et du coup, j'ai joué complètement le jeu. Je me dis bon, d'accord, allez, prêt, top, partez. Tu commences en haut à gauche, tu finis en bas à droite, et ça fait un poème, on te le publie. Et la preuve que c'est un poème, c'est qu'on te le publie en plus. Bon, ils avaient tout compris. Ceci n'est pas une pipe. donc je fais mon truc, et alors là, révélation. Jusque-là, j'avais écrit des rédactions ou des lettres à ma grand-mère, en gros, en tout et pour tout. Et l'écriture se limitait à ça pour moi. C'était le premier texte Ah, c'était le premier texte, c'est la première fois que moi je l'ai vécu comme ça. Je ne sais absolument pas ce qui est devenu ce premier texte, hein, mais j'avais créé quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est même la première fois que j'ai eu la notion de création, en fait, je crois.
Jusque-là, je travaillais du piano classique, je travaillais des partitions existantes. C'est la première fois que j'ai eu la notion que j'ai juste un papier, un crayon et je peux créer des univers. Alors c'était une vraie tornade dans ma tête, cette histoire. Je me suis mis à lire énormément de poésie surréaliste et à écrire des poèmes surréalistes. Et l'année d'après, j'ai lu Gustave Flaubert, j'ai lu Madame Bovary, que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, contrairement à notre ami breton. Ça aurait pu t'amener à aller au Malais. Oui, mais justement, en fait, quand on commence à s'intéresser beaucoup au surréalisme, on finit par trouver des Léo Mallet. On remarque quand même dans leur histoire, ce sont des poètes qui sont beaucoup intéressés à la littérature noire. Et moi, par ailleurs, donc très très vite après le bac, j'ai eu des gros problèmes familiaux qui font que j'étais à la rue. Et alors après, j'étais un boulimique de lecture. Hein. Donc je lisais des romans. J'étais très fier. Mon premier roman que je m'étais acheté avec mon argent de poche, je m'en souviens, c'était Désert de Leclésio. Parce que monsieur le libraire, désolé, la poésie, je la volais parce qu'on va quand même pas acheter de la poésie. Hein. Quand même, ça se fait pas. La poésie n'est pas marchande, monsieur, voyons. Bon, après, j'ai compris que les libraires avaient un estomac. Hein. Un peu plus tard. Mais j'avais acheté mon premier roman, Désert de Leclésio. Puis voilà, bref, j'avais le virus. Mais vivant dans la rue, enfin, pas dans la rue, j'exagère, mais dans des squats, enfin bref, ayant une vie comme ça un petit peu remuée, je me suis vite trouvé avec une littérature qui ne me parlait pas vraiment de tout ça. Et quand je suis tombé, alors quand je dis tombé, c'est que je suis tombé dessus parce que je suis allé dans une bibliothèque et j'ai pris 1275 âmes de Thomson. Et là, je suis tombé là-dessus et tout à coup, c'était vraiment une révélation. Et je me suis mis à lire des Thomson, des Goodies, et je me suis intéressé beaucoup à la littérature de cette époque-là. Et ça m'a fasciné. Et plus tard, quand j'ai toujours longtemps continué comme ça à écrire des poèmes, etc. Et plus tard, en 95, j'avais donc 32 ans, quand j'écrivais beaucoup de bouts de poèmes, de bouts d'essais, de bouts de journaux intimes, des pensées. Enfin, ça venait une espèce de magma. J'avais toujours cette attirance pour l'écriture, mais à côté de ça, il fallait que je bosse, il fallait que je m'achète un piano, j'essayais de faire de la musique, j'essayais déjà de faire du théâtre, enfin tout ça. Bref, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'écrire un truc qui parle de mon époque. Et là, je me suis beaucoup inspiré du roman noir. Je me suis dit, mais en fait, ce serait bien que tu écrives un roman. Tes thèmes t'amènent vers le roman noir et surtout à cette loi du roman noir où en fait c'est quand même fait pour que le lecteur le lise. Donc on essayait de balayer beaucoup, de retirer beaucoup ce qui fait partie de l'intimité de l'écrivain en fait, d'être vraiment sur cette idée. On écrit, je décris une société, j'écris des mouvements. Il faut que toute page soit utile à l'histoire. Où est-ce qu'on peut sentir des personnages et d'où cette rapidité de style dans Braquage. Échapper au personnellement. Ouais.